Nous l'avons tous appris à l'école, plus d'un demi-siècle d'évolution des institutions européennes aboutirent finalement à la création d'une Union européenne incluant aujourd'hui 27 pays. Cette union, nommée CECA en 1951, s'est tout d'abord fondée sur l'association de 6 pays, s'accordant sur la gestion du charbon et de l'acier, secteur stratégique conditionnant l'industrie de l'armement. Cette mainmise sur l'échange des matières premières, également indispensable à la reconstruction d'après-guerre, avait ainsi pour but avoué d'assurer une paix durable après le traumatisme de 2 guerres mondiales dont l'Europe avait été le principal champ de bataille. Malgré la volonté de créer pas à pas une Europe supranationale couvrant l'ensemble des domaines de la société, le seul véritable organe institutionnel qui voit le jour est une communauté économique en 1957. Les volets sociaux, politiques ou environnementaux n'étaient déjà pas à cette époque une priorité et ne le sont jamais véritablement devenus. Entre 1957 et 2007, avec entre-temps le passage de la communauté à 27 pays et le regroupement des différentes entités en une seule union, l'économie resta au centre des préoccupations de la construction européenne. La libéralisation grandissante de la CEE puis de l'UE, avec l'instauration du libre-échange, l'ouverture des marchés, la dérégulation et la financiarisation de l'économie, s'étendit à tous les pays membres, telle l'imposition d'un modèle de développement unique et souverain, ne souffrant aucune contestation. L'objectif de cette conversion au néolibéralisme étant la production de toujours plus de richesses et la suppression des obstacles s'opposant à leur commerce. Ceci se fit évidemment aux dépens de la solidarité qu'on attendrait d'une véritable union et des services publics qui pâtirent très largement de cette mise en concurrence des travailleurs du monde entier, par la réduction des droits sociaux et des salaires, par la flexibilisation et la précarisation du travail, par la disparition de secteurs économiques tels que l'industrie dans certains pays, etc. On note qu'il n'existe aucune véritable souveraineté des peuples dans cette Europe. L'identité communautaire ne peut décemment pas exister dans de telles conditions. L'Union européenne dispose d'un parlement faible, tandis que le pouvoir est laissé aux mains du Conseil des ministres et de la Commission européenne. Le cas du traité de Lisbonne, ratifié en 2009, est un autre exemple affligeant du peu de considération pour la parole citoyenne. Le flou juridique dans lequel nage l'Union européenne et la coordination non contraignante exercée par cette dernière lui ôte par ailleurs toute légitimité et ne permet pas de réaliser les rares objectifs qu'elle se fixe, aussi bien dans les domaines du droit social que de l'agriculture, de l'énergie, du transport ou de l'écologie pour ne citer que. Malgré tout, les Européens semblent tenir à cette union qui leur procure une paix effective et un sentiment de sécurité et de stabilité. Cette impression de vivre dans un espace où le respect des droits fondamentaux est gravé dans le marbre renforce ce sentiment. Cependant, la réalité est tout autre. La situation détonnante dans des pays tels que la Grèce, l'Espagne ou le Portugal, pour ne citer que, en est un exemple. La politique extérieure de l'Union européenne, avec comme dernier exemple en date le texte d'accord de libre-échange avec l'Amérique latine, ouvrant la porte à un partenariat à sens unique, en est un autre. Nous sommes certes des citoyens de cette union, mais qu'est-ce qui nous fait nous sentir européens ? Serait-ce l'opportunité d'aller où bon nous semble sur le territoire sans payer de droits de douane ou sans avoir à changer de monnaie ? Nous favorisons ainsi les échanges et la sacro-sainte croissance et participons sans doute au renforcement du leadership économique de l'Union européenne. Ou bien serait-ce cette envie de venir en aide à des peuples amis et indignés, excédés par une politique économique qui les plonge dans la dette et leur en fait aujourd'hui porter le chapeau en leur imposant toujours plus d'austérité ? Peut-on faire de l'Europe une vraie démocratie ? Pourra-t-on faire d'elle autre chose qu'un instrument des marchés ? La construction d'une conscience citoyenne européenne et la réforme des institutions pour tendre vers une véritable gérance supranationale semblent être la bonne voie pour parvenir à l'instauration d'une véritable identité européenne. Comme Jean Tosti le titrait en 2009, nous avons atteint le point où l'Europe se joue à qui tout double.